Votre chronique sportive comme tous les vendredis matins, c'est avec Baptiste dans Hors-jeu. Baptiste, ce matin, tu racontes l'histoire d'une équipe d'étudiants américains qui a déjoué complètement les pronostics et qui a battu l'URSS en pleine guerre froide au JO de 80. Bonjour Baptiste. Lake Placid, février 1980, la neige tombe drue sur le petit village niché au fin fond de l'État de New York. La patinoire olympique ressemble à un hangar, pas à une cathédrale du sport. Quelques milliers de spectateurs seulement, des drapeaux, des bonnets rouges et bleus, des visages rougis par le froid, c'est ici, dans cette salle un peu vieillotte, que va se jouer un symbole, pas simplement un match de hockey, une guerre des mondes. Car à la fin des années 1970, le globe est encore scindé en deux, une guerre froide qui gèle tout jusqu'au rêve. D'un côté, les États-Unis, embourbés dans leurs doutes, la guerre du Vietnam a laissé des cicatrices profondes et le scandale du Watergate a fissuré la confiance dans les institutions. De l'autre, l'Union soviétique, empire solide et inquiétant, qui vient tout juste d'envahir l'Afghanistan. Alors Jimmy Carter, président démocrate, annonce qu'il va boycotter les Jeux Olympiques qui auront lieu à Moscou l'été suivant. Les tensions entre les deux blocs sont à leur comble, mais paradoxalement, l'équipe de hockey du RSS fait le voyage en Amérique pour disputer les JO d'hiver. Et les soviétiques auraient tort de s'en priver. Ce sont les maîtres incontestés de la discipline depuis près de 2 décennies. 5 titres olympiques sur les 6 dernières éditions. 17 championnats du monde. Leurs joueurs, officiellement amateurs, sont en réalité des professionnels à plein temps, enrôlés dans les clubs militaires ou ministériels, s'entraînant 11 mois par an. Ils s'appellent Tretiak, Makarov, Karlamov, Fetisov ou Krutov. Des noms qui claquent comme des rafales de AK-47 dans le froid. Ils incarnent la supériorité supposée du modèle communiste. En face d'eux, une bande de gamins. Littéralement. La moyenne d'âge, 21 ans. Aucun joueur de NHL, car les professionnels officiels sont interdits. Des visages encore juvéniles, des rêves plein les poches. Le coach Herb Brooks les a choisis un par un, non pas pour leurs statistiques, mais pour leur mentalité. Son credo, discipline, vitesse, endurance. Ses entraînements frôlent la cruauté. Beaucoup le détestent, tous le respectent. Dans le tournoi olympique, les Américains débutent prudemment, puis se transcendent, jouant chaque match comme une finale. L'URSS, quant à elle, ne fait pas dans le détail, et sûre de sa force, elle écrase tout sur son passage. Le 22 février, à 17h, les deux antagonistes pénètrent sur la glace pour jouer la demi-finale. Les Soviétiques alignent leurs stars, casque rouge, discipline de fer. Les Américains en blanc paraissent presque légers, portés par une forme d'insouciance. Dès la mise en jeu, la différence saute aux yeux. Les Soviétiques patinent plus vite, contrôlent le palais avec une aisance insolente, font circuler le jeu comme à l'entraînement. Les Américains courent derrière, essayent de s'accrocher, de frapper, de bloquer, de gêner. Jim Craig, le gardien, est assailli de tirs. Les minutes s'étirent, la domination russe est totale, mais contre toute attente, c'est Buzz Schneider qui ouvre le score pour les États-Unis d'un tir puissant du poignet. Les Soviétiques, piqués, répliquent aussitôt. Makarov égalise, puis Karlamov donne l'avantage 2-1. L'ordre semble rétabli. Mais les Américains refusent de lâcher, et à 3 secondes de la fin du premier tiers, alors que tout le monde attend la sirène, le meilleur gardien du monde commet une faute rare. Il repousse mal le palais et Johnson en profite pour le mettre au fond des cages. Égalisation. La sirène retentit et le public rugit. Sur le banc soviétique, Viktor Tikhonov, le coach légendaire, fulmine. Il décide de remplacer Tretiak par Mishkin, son second gardien. Une décision qui restera l'une des plus controversées de l'histoire du hockey, mais qui illustre l'autorité verticale de la dictature soviétique dans laquelle l'erreur est proscrite. Dans le deuxième tiers-temps, la machine rouge reprend la main sur le match. Les Américains subissent, reculent, les tirs s'enchaînent. Au milieu du tumulte, Makarov trouve la faille, 3-2 pour l'URSS. Dans le troisième tiers, l'atmosphère est électrique. Le palais est mal contrôlé par les Russes, un rebond favorable et l'opportuniste Mark Johnson, le même, égalise 3 partout. La patinoire explose et croit en l'exploit. Les Soviétiques serrent les dents, ils se remettent à attaquer, plus féroces, plus rapides, mais à la 50e minute, le palais arrive sur la crosse du capitaine américain Mike Eruzion. Il s'avance, lève la tête et tire. Le palais file entre les jambes d'un défenseur, passe à gauche de Mishkin qui n'a pas le temps de réagir, 4-3 et il reste 10 minutes à jouer. Plus personne ne respire. Les Américains se replient, forment un mur. Craig arrête tout. Les Soviétiques bombardent, tournent autour de la cage, frappent, insistent. Le chronomètre défile lentement. 30 secondes, 20, puis 10, puis 5. Et puis cette phrase restée gravée dans la mémoire collective. Le commentateur Al Michaels, la voix tremblante. « Do you believe in miracles ?» Yes! La sirène retentit, les bras se lèvent, les casques volent. 2 jours plus tard, les jeunes Américains battent la Finlande 4-2 et décrochent l'or. Mais le monde ne retient qu'un seul match, celui du 22 février.
Ce jour-là, dans une patinoire inconnue du nord de l'État de New York, une bande d'étudiants anonymes a défait la meilleure équipe du monde. Miracle on Ice, le miracle sur glace, a redonné espoir à tout un pays. Ce match n'a pas prouvé que l'Amérique était supérieure, il a seulement prouvé qu'elle pouvait encore rêver. Une histoire incroyable encore racontée par Baptiste avec cette belle chronique hors jeu. C'est fou néanmoins toutes ces histoires qu'on peut bien sûr écouter en podcast sur happinessradio.fr et sur toutes vos plateformes de streaming. Merci beaucoup Baptiste pour cette belle chronique. On te retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour une nouvelle chronique hors jeu sur Happiness avec encore de nouvelles histoires incroyables autour du sport. Beau week-end à toi mon cher Baptiste. Et puis nous les amis, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens? C'est la question que vous vous posez peut-être. Happiness a les réponses à vos questions. Dans Quoi de neuf l'agenda? Vos événements plus proche de chez vous, c'est après le retour de votre playlist Happiness, vos souvenirs années 2000 et 2010, les hits du moment, les tubes collector, rien que pour vous, pour commencer ce vendredi. Ça fait du bien de vous retrouver sur Happiness. Merci d'être avec nous.